Merci à la Chambre des métiers, à la Fédération des artisans pour cette possibilité d'intervenir. Moi, je n'ai pas eu de nouvelles de Gilles depuis 7 ans. J'ai senti qu'il ne m'appréciait plus, qu'il ne voulait plus me voir et j'étais un peu surpris de voir il y a quelques mois qu'il voulait faire appel à mes services pour vous présenter à des courageux, un mercredi en fin d'après-midi, une présentation sur la sous-traitance dans les marchés publics. Je lui ai dit dès le départ, ça n'intéressera personne, il n'y aura personne. Et je me suis dit, je vais accepter parce que de toute façon, ce sera annulé parce qu'il n'y aura personne qui sera inscrit. Malheureusement, vous êtes quand même quelques-uns, quelques courageux. On doit avoir encore d'autres personnes qui sont un peu bloquées dans le trafic, à être venus en fin d'après-midi aujourd'hui pour assister à cette présentation. Même si la matière est complexe, même si la matière est pénible, elle est quand même importante parce que l'activité de sous-traitance est importante à Luxembourg. Elle est importante que ce soit en matière de marché privé, mais également en matière de marché public. Les marchés publics, je suppose que vous le savez, c'est donc toute cette matière où ce sont des acheteurs publics qui interviennent, qu'on appelle des fois pouvoir adjudicateur, des fois entité adjudicatrice, et qui lancent des marchés auxquels des entreprises répondent et permettent, dans une certaine mesure, la possibilité de participer en sous-traitance. Et je ne sais pas si vous êtes plus du côté des entreprises qui interviennent en tant que sous-traitantes ou des entreprises qui ont recours à des sous-traitants dans le cadre de marchés publics, mais il y a certains points d'intérêt qui m'a paru importants et peut-être intéressants de venir aborder avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette présentation. Alors, je ne sais pas si ça marche. Avant de commencer, quelques idées reçues. Comme indiqué sur le côté, donc, les personnages, les situations qui sont présentées ici sont purement fictives et toute coïncidence serait purement fortuite. On a quelques idées reçues qu'on voit de temps en temps passer par rapport à des marchés publics, notamment le fait, est-ce que ça peut être interdit, une sous-traitance dans les marchés publics, interdit complètement. Gilles le disait tout à l'heure, j'interviens comme conseil pour un certain nombre d'entreprises qui sont des entrepreneurs généraux, qui sont des sous-traitants, mais aussi du côté des administrations dans le cadre de la préparation de cahiers des charges et de regarder si on peut ou pas interdire la sous-traitance parce que moi j'ai certains clients publics qui me disent, certaines administrations, moi, je n'ai pas envie d'avoir des sous-traitants qui viennent dans ce marché. Moi, je veux uniquement avoir des entreprises qui viennent montrer patte blanche et je ne veux pas qu'on commence à essayer de se défausser sur un sous-traitant ou sur une autre entreprise qui interviendrait. Donc, ça arrive, on entend des fois parler d'une possibilité d'interdiction complète de la sous-traitance. Autre élément qu'on entend aussi parfois, là encore, toute ressemblance est purement fortuite, le fait qu'un sous-traitant, on peut le remplacer quand on veut, où on veut, par qui on veut, et ce, lorsqu'on exécute un marché public. Et moi, j'ai déjà eu des entreprises qui me disaient, bon, si on n'est pas content avec eux, on passera par quelqu'un d'autre. Je leur dis oui, mais peut-être, et avec certaines conditions qu'on examinera un petit peu plus tard dans le cours de l'exécution des marchés publics sous forme de sous-traitance. Dernière petite idée reçue qu'on voit aussi assez régulièrement, c'est le fait que la sous-traitance ne concerne que les marchés publics de travaux. Alors on le verra, la réglementation est rédigée de manière très axée sur les marchés publics de travaux qui constituent l'essentiel, voire presque la totalité des marchés publics qui sont passés aujourd'hui. Mais il y a des questions où on se pose parfois l'interrogation, est-ce qu'on peut organiser une sous-traitance dans un marché de services? Et aussi parfois, est-ce que ce n'est un sous-traitant ou est-ce que c'est un simple fournisseur? Et ça demande des fois une réflexion pour savoir est-ce qu'on doit les déclarer ou pas? Est-ce qu'ils interviennent en tant que sous-traitants? Est-ce que je dois vraiment les déclarer ou pas? Et ce sont des éléments qui seront analysés dans le courant de cette présentation aujourd'hui. Au programme, deux parties qui se suivront. La première partie qui traite de la participation à un marché public avec les règles, notamment du point de vue du sous-traitant. Ça va être un petit peu l'axe qui sera pris aujourd'hui, c'est de regarder du point de vue du sous-traitant comment est-ce qu'on doit s'organiser, à quel piège il faut faire attention ou à quel point d'attention il faut être conscient. Deuxième partie, l'exécution du marché public sous forme de sous-traitance, du point de vue de la responsabilité que je passerai assez rapidement. Gilles nous le disait tout à l'heure, il y a eu une première conférence qui est intervenue sur la matière il y a un mois à peu près, je pense, par maître Lex Thielen et maître Cyril Chapon, qui ont traité, dans une certaine mesure, la responsabilité dans le cadre des marchés de droit privé qui vont s'appliquer, avec des principes qui vont s'appliquer pour les marchés publics. Donc je n'y reviendrai pas. Si vous n'étiez pas présent,
Moi, je n'y étais pas. Tant pis pour vous et tant pis pour moi. Je crois que les slides sont disponibles sur le site de la Chambre des métiers pour reprendre une petite piqûre de rappel par rapport à ça. Question-réponse. Ce sera enfin, ce sera pendant le verre d'honneur, on verra comment on aura avancé. Je sais qu'il est tard, même si vous vouliez profiter des terrasses dehors, c'est pas la météo pour, donc on aura un petit peu de temps à la fin pour pouvoir discuter avec vos éventuelles questions et pour voir si je peux y répondre d'une certaine manière. Je pense que c'est aussi l'intérêt pour vous, si vous avez peut-être des cas pratiques ou des éléments que vous voulez partager en fin de conférence, ça peut être intéressant de faire des retours d'expérience sur des situations où vous avez été en sous-traitance, où vous avez eu des sous-traitants, où vous avez eu des problèmes. Voilà. Première partie, participation à un marché public par un sous-traitant. Qu'est-ce qu'on a comme premier point d'axe? C'était, je voulais faire une petite citation par rapport à la directive, directive de 2014-24, qui avait été une directive donc, de l'Union européenne, qui est celle sur laquelle est basée la législation actuelle en droit luxembourgeois. Ici, ce qu'elle nous dit, cette directive, c'est que le point d'axe et le point d'orgue qu'on peut retrouver par rapport à la sous-traitance dans les marchés publics, c'est une question de transparence. Et c'est vrai que si on se met de l'autre côté de la barre, du point de vue de l'administration, qui passe des marchés publics, il est important pour eux de savoir qui va intervenir pour faire quoi à l'occasion de l'exécution d'un marché public. Et c'est ce que rappelait ce considérant numéro 105, alors qu'il n'a pas de valeur juridique en soi, mais qui a permis d'organiser un petit peu l'axe dans lequel la sous-traitance devait intervenir dans le cadre de la législation sur les marchés publics. Ça ne date pas d'hier, hein. La législation sur les marchés publics, on le verra, provient d'une loi de 1991, qui est calquée un petit peu sur une législation française de 1975, qui, au niveau de son article 1er, nous dit que, je viens sur le slide ici, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité et sous sa responsabilité à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Donc, on voit le lien directement entre la réglementation, on est au niveau de l'article 22 du règlement sur les marchés publics, que j'appelle RMP, c'est l'abréviation habituelle, qui va faire référence directement à l'article 1er de la loi sur la sous-traitance. Ça, c'est le premier point d'axe qu'on peut voir au niveau du cadre légal. On a quelques dispositions qu'on retrouve à certains endroits de la législation sur les marchés publics, donc la LMP. On va retrouver ça au niveau de l'article 12 qui nous dit une obligation pour les sous-traitants de respecter le droit en matière environnementale, en droit social, en droit de travail. C'est l'entreprise qui emploie un sous-traitant qui doit s'assurer que son sous-traitant ne fait pas n'importe quoi. L'article 28, les sous-traitants remplissent les conditions légales pour s'occuper de l'exécution de la part du marché dont ils ont la charge. Ça veut dire que si on fait appel à des sous-traitants pour une partie bien spéciale, que l'entreprise générale n'a pas par exemple, il va falloir s'assurer qu'elle a bien l'autorisation d'établissement qui va avec pour pouvoir faire cette partie du marché. Article 29, le pouvoir adjudicateur, l'acheteur public, lorsqu'il analyse un dossier qui est remis dans le cadre d'une participation au marché public, va aussi vérifier si le sous-traitant qui a peut-être été indiqué n'est pas dans un cas d'exclusion. Le cas d'exclusion, c'est il est peut-être en faillite, il a peut-être commis, il a peut-être eu des condamnations pénales, il a peut-être un casier. Ces éléments-là qui aboutiraient à devoir l'exclure. Et si on exclut le sous-traitant, on va devoir demander soit de le remplacer, soit on va exclure toute l'offre en disant « Désolé, vous êtes passé par un sous-traitant qui doit être exclu et donc je ne peux pas prendre en considération potentiellement votre offre. » Article 33, possibilité de recours aux capacités des sous-traitants. C'est un peu un point qui a été une évolution au fur et à mesure de la jurisprudence et de la loi. Au départ, on demandait à ce que l'entreprise générale dispose de toutes les autorisations pour pouvoir faire tout le marché, même s'il y avait des sous-traitants. Ça a pas mal évolué au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, la loi cristallise le fait qu'on peut faire appel aux capacités d'un sous-traitant pour compléter sa propre capacité en tant qu'entreprise qui participe à un marché public. Article 38, enfin, vérification du respect des obligations relatives aux sous-traitants en cas d'offre anormalement basse. C'est un article un petit peu bizarre qui traite des offres anormalement basses dans lequel un pouvoir adjudicateur et une entreprise publique se disent ils sont vraiment pas chers
est-ce que vous respectez bien la législation en matière de sous-traitance, de quelle manière, auprès de qui, expliquez-vous potentiellement pour voir si votre offre doit être rejetée ou pas. Donc voilà, on trouve quelques articles qui sont dans la loi sur les marchés publics et qui sont assez loin, qui sont un petit peu des principes, qui fait que on n'apprend pas grand-chose avec ces différents articles, et j'en suis le premier conscient. Je vous avais fait un petit tour d'horizon de ce qu'on peut retrouver au niveau de la loi. Pourquoi? C'est parce que c'est principalement au niveau du règlement grand-ducal d'exécution de la loi sur les marchés publics qu'on va trouver des règles par rapport à la participation d'un sous-traitant dans le cadre d'un marché public. Au niveau des dispositions réglementaires, on va avoir un certain nombre de généralités, à savoir notamment l'article 23 du règlement sur les marchés publics, que j'appelle ici RMP, qui prévoit la possibilité pour un pouvoir adjudicateur, donc un acheteur public, de demander à une entreprise qui participe de fournir la liste, de dire est-ce que vous avez envisagé une sous-traitance, et de nous donner les noms de ces personnes. Et donc, on peut voir que cette disposition, c'est une disposition du règlement qui est très générale et qui ne s'applique pas uniquement au marché de travaux, comme on a pu regarder au niveau des premières idées reçues qui avaient été évoquées au début, et qui va pouvoir s'appliquer potentiellement à tous les marchés publics, donc les marchés de travaux, mais aussi les marchés de services. Même si la réglementation est très orientée marché de travaux, il peut y avoir une sous-traitance dans les marchés publics de services. Ceux qui connaissent un peu la matière me disent oui, il y a les travaux, il y a les services, mais il y a aussi les fournitures. Et la fourniture est un cas un peu particulier parce qu'on considère qu'on n'a pas de sous-traitance à l'intérieur d'un marché de fourniture. Quelqu'un qui répond à un marché de fourniture, c'est quelqu'un qui fournit, c'est un fournisseur, c'est lui qui fournit une chose et il ne va pas pouvoir sous-traiter la fourniture à quelqu'un d'autre, sinon on comprend mal pourquoi cette personne interviendrait comme étant en exécution d'une partie du marché. Autre disposition réglementaire qui peut nous intéresser ici, celle qui figure à l'article 24, paragraphe 2 du règlement sur les marchés publics, qui est celle que vous connaissez peut-être plus, parce que c'est la règle principale où on va nous dire que lorsqu'il y a une remise d'une offre par une entreprise qui va être désignée comme une entreprise générale ou un entrepreneur général, celui-ci doit obligatoirement, et j'ai surligné en rouge ici, sous peine d'irrecevabilité, fournir une liste des sous-traitants auxquels il va pouvoir prendre recours pour la réalisation de l'ouvrage. On verra qu'il y a d'autres dispositions après par rapport à un pré-contrat de sous-traitance, mais l'objectif principal au départ, c'est cette obligation de fournir cette liste de sous-traitants. Du point de vue du sous-traitant, on a plusieurs obligations qui vont devoir être respectées par rapport à cette obligation de soumettre avec une offre une liste de sous-traitants. La première qu'on retrouve, ça va être la fourniture d'un DUM. Le DUM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un document unique de marché européen. C'est ce qui a été mis en place pour remplacer l'obligation pour toutes les entreprises de fournir des extraits de casiers judiciaires, des comptes, des autorisations d'établissement, des certificats des administrations fiscales, des administrations sociales, plutôt que de dire à une panoplie d'entreprises « merci de nous donner tous ces documents, donnez-nous un DUM », et ce DUM va valoir un petit peu une valeur d'une déclaration sur l'honneur qui permettra de dire « moi je respecte tout, je respecte toute la législation, je respecte toute la réglementation, je suis en ordre, je suis conforme ». Et cette obligation de fournir un DUM, on va la retrouver non seulement dans le chef de l'entreprise qui va remettre une offre, mais également dans le chef d'un sous-traitant. Et j'ai repris le guide d'application relatif au DUM qui avait été émis par le ministère de la Mobilité et des Travaux Publics en 2018. Et celui-ci nous disait, en pratique, et bien que ce ne soit pas obligatoire, dans la mesure où le service DUM de la Commission européenne ne paraît pas proposer de solution qui serait adaptée dans ce cas de figure, il paraît indiqué de faire remplir et signer un DUM distinct à chaque sous-traitant. Et donc, cette obligation générale qui vient au départ, c'est une obligation. Les services du ministère ont pas mal insisté sur ce fait que la remise d'un DUM par l'entreprise au départ est une obligation. Même si elle remet les justificatifs, si elle n'a pas remis de DUM, normalement son offre doit être écartée. Et cette obligation va également contaminer le sous-traitant à qui on va vouloir faire appel, et en tant que sous-traitant, il faut en être conscient aussi, il va falloir remettre un DUM dans le cadre d'une participation en tant que sous-traitant à une offre d'une entreprise générale. En soi, c'est pas
c'est pas la mer à boire. Remplir un DUM, ça peut se faire en 4-5 minutes. C'est un clic à aller faire sur... maintenant, ça a été délocalisé du site luxembourgeois pour aller sur le site belge. Ça prend quelques minutes pour insérer un petit peu l'identité de l'entreprise qui candidate, l'identité de l'acheteur auprès de qui on remet une offre, et donner quelques validations, quelques cases à cliquer pour générer et valider un DUM qui pourra être transmis à l'entreprise qui va, elle, la remettre en disant je fais appel à des sous-traitants et je vous remets le DUM de mon sous-traitant. Autre obligation, la signature du formulaire de sous-traitance. Et ici, on voit le modèle qui est établi par le CRTIB, dans lequel on est dans une des annexes du cahier des charges pour les marchés de travaux. À la fin, on retrouve l'entreprise générale en temps occupé pour la réalisation des travaux, les sous-traitants suivants, nom et adresse, travaux, fournitures, services, montant, date du pré-contrat, signature du ou des sous-traitants. Et cet élément-là devra également, dans le cadre de la participation en tant que sous-traitant, ou lorsqu'on veut engager des sous-traitants pour participer avec nous, faire signer ce formulaire. Sinon, il a déjà été vu que, à défaut de le remplir, à défaut de le fournir, et ensuite, quand on demande des explications, ils vont dire « Ah, mais pour ça, on fait appel à un sous-traitant, mais vous ne l'aviez pas indiqué. » Votre offre devra être rejetée parce que le formulaire de départ n'avait pas été rempli et remis avec l'offre. Autre obligation qu'on retrouve, la conclusion et la fourniture du pré-contrat de sous-traitance. C'est ce qui est prévu par la loi également, on l'a vu, par le règlement à l'article 24.2. C'est une indication dans lequel, je surligne l'extrait qui va avec, le fait que non seulement la liste doit être fournie, mais également le pré-contrat de sous-traitance qui a pu être conclu. Alors un pré-contrat de sous-traitance, ça peut avoir pas mal de formes, ça peut être un accord cadre, ça peut être un élément. On a un modèle, je crois, qui est disponible sur le site du CRTIB, mais qui a quand même une vingtaine d'années. On le voit ici, ce sont les documents qui sont disponibles sur le site du CRTIB. On voit contrat de sous-traitance version du 13 juin 2000, donc 22 ans. Il ne date pas d'hier. C'est pas forcément un document archaïque qu'il faut enterrer ou ranger au cimetière. C'est un document dans lequel on retrouve quand même une base assez solide pour établir un pré-contrat de sous-traitance. Le contrat doit uniquement définir un petit peu quelles vont être les modalités de paiement, quelles vont être les modalités d'exécution, peut-être définir de manière générale quels seront les travaux qui seront exécutés par le sous-traitant. Et comme je vous l'indiquais, un contrat cadre peut très bien remplir cet office de pré-contrat, mais on le retrouve assez rarement dans les dossiers qui sont versés, alors que normalement c'est obligatoire. La liste elle est là, le nom des sous-traitants est là, souvent les pré-contrats n'apparaissent pas. Alors, il faut mieux le verser si on veut éviter d'être écarté, ça peut arriver. En ce qui concerne cette portée de l'engagement du pré-contrat de sous-traitance, c'est un contrat qui va jouer entre les parties. C'est un contrat qui va fixer des obligations entre l'entreprise qui remet une offre et son sous-traitant. Donc ça va être une convention qui va jouer directement entre les parties qui sont membres de cette convention, et on peut très bien imaginer qu'un sous-traitant qui ne respecterait pas les engagements qu'elle a pris à l'intérieur de ce pré-contrat, ou qui ne répondrait pas par exemple à des demandes d'un acheteur public pour verser des documents, pourrait voir engager une responsabilité du fait du non-respect du pré-contrat de sous-traitance. C'est de la responsabilité contractuelle classique, je ne développe pas plus que ça, mais il faut être conscient que ça existe, que la signature du pré-contrat de sous-traitance n'est pas non plus anodine, et elle doit faire l'objet quand même d'un soin et d'une certaine attention. C'est un petit peu, ça déborde un peu, mais on a des conventions aussi d'associations momentanées qu'on retrouve dans la participation à des marchés publics entre deux entreprises qui veulent s'associer. Là encore, je crois que le modèle du CRTIB date d'il y a une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Il y a notamment des questions de responsabilité ou des questions de mandat judiciaire lorsqu'on veut agir contre une décision de rejet d'un marché public, qui ne sont pas réglées par ce type de convention et qui posent souvent des problèmes lorsqu'on se retrouve devant le tribunal et qu'on dit moi je suis venu, mon associé n'est pas venu, il n'avait pas envie, les avocats c'est trop cher. Et donc je me retrouve tout seul, mais c'est pas grave, c'était moi l'associé principal. Et le juge va dire, vous avez candidaté à deux,
il faut venir à deux. Si vous êtes tout seul, vous n'êtes pas deux, et donc moi je ne prends pas l'affaire, et je vous dis au revoir et à bientôt, et la prochaine fois, rédigez vos contrats d'association momentanée de manière telle que l'un donne mandat à l'autre de manière automatique, ou ce genre de choses. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, et j'étais sur un dossier en fin d'année dernière, sur un marché de l'espace à quelque chose comme 18 ou 20 millions, et avec une mésentente au niveau des associés qui n'avaient pas voulu tous les deux faire le recours. Et malgré les mérites de l'argumentation, on m'a dit non, monsieur. Autre élément au niveau du sous-traitant auquel il va falloir s'attendre, ça va être la fourniture de justificatifs. Je participe à une procédure de marché public en tant que sous-traitant. Celui qui remet l'offre va se voir demander un certain nombre de justificatifs, mais les sous-traitants devront aussi remettre de tels justificatifs. Alors on en retrouve principalement 6, il peut y en avoir d'autres, mais ce à quoi il faut s'attendre, c'est la demande d'extrait de casier judiciaire, qu'on peut obtenir en quelques clics également sur MyGuichet. On a l'extrait de casier judiciaire qui est celui de l'entreprise, pour lequel il faut présenter des statuts, un extrait RCS, une carte d'identité d'un administrateur ou d'un gérant qui vient. Mais souvent, ce qui est prévu en matière de marché public, c'est la possibilité qu'un gérant ou celui qui signe l'offre présente son propre extrait de casier judiciaire à titre personnel. Ce qui est beaucoup plus facile à obtenir, et même en quelques clics sur MyGuichet, même par mail ou même par fax. Je crois qu'en quelques jours, on l'obtient. Certificat de respect des obligations fiscales et sociales. On parle de l'administration, l'enregistrement des domaines, l'administration des contributions directes, ainsi que le centre commun de la sécurité sociale. Chacun a un petit peu son modus operandi. Il faut aller sur le site. Je crois que pour l'administration des contributions directes, il faut leur envoyer un mail à leur service du bureau des impôts compétents pour l'entreprise. Sur l'administration de l'enregistrement des domaines, il y a une page web sur laquelle on peut cliquer sur attestation marché public. Et le centre commun, je crois qu'il faut rentrer le matricule complet de l'entreprise sur le site du centre commun, et le document arrive dans la plupart des cas directement par courrier au siège de l'entreprise. C'est toujours pas par email, c'est toujours pas envoyé de manière simple et facile. Peut-être que ça viendra un jour, mais c'est pas encore pour tout de suite. Autre document à fournir, l'extrait RCSL. À côté de ça, on va avoir l'autorisation d'établissement, les bilans des 3 dernières années qui peuvent aussi être demandés à un sous-traitant, et les justificatifs de capacité technique ou professionnelle. On peut avoir une demande par rapport effectivement à une autorisation d'établissement, mais ça peut être aussi d'autres justificatifs par rapport à la capacité technique en termes d'effectifs, par exemple, ou en termes de moyens techniques. Du point de vue du sous-traitant, on a encore un point d'attention à avoir, c'est l'interdiction de soumissionner en parallèle en tant que soumissionnaire. Si vous êtes sous-traitant d'une entreprise, vous ne pourrez pas déposer une offre à côté à titre personnel. Il faut le savoir, c'est ce qui est prévu à l'article 24, paragraphe 3 du règlement sur les marchés publics, et qui nous dit ne peut être prise en considération une offre en nom personnel s'il figure en tant que sous-traitant dans une entreprise générale, ou s'il remet parallèlement une offre en association avec un ou plusieurs autres opérateurs économiques. Donc la qualité de sous-traitant va empêcher de venir sous différentes casquettes à côté et de faire concurrence à une offre, ou de remettre en quelque sorte plusieurs offres par le biais de différentes constellations. C'est un petit peu particulier parce que la jurisprudence belge considère exactement l'inverse, et qu'intervenir en tant que sous-traitant n'est pas pareil qu'intervenir en tant qu'associé momentané ou en tant que soumissionnaire, et donc ça doit être considéré également. Mais à Luxembourg et sur base de la loi, on n'a pas cette considération-là. Petit point jurisprudence, l'affaire du tunnel Grouft, qui remonte à 2013, le tunnel Grouft, c'est celui-ci, et pour lequel il y avait eu une procédure qui avait été lancée du fait qu'un soumissionnaire estimait que son concurrent ne disposait pas des autorisations pour réaliser les travaux, qui étaient des travaux de fabrication sur mesure de livraison et de montage d'armoires électriques. Ce cahier des charges prévoyait notamment que la sous-traitance ne pouvait pas dépasser 20% tel que c'était fixé dans le cahier des charges. Ça me permet de rebondir un tout petit peu sur la question de la possibilité de limiter ou d'interdire la sous-traitance, celle que je l'avais évoquée dans les idées reçues en tout début. En soi, la jurisprudence au niveau communautaire interdit d'interdire la sous-traitance. Donc c'est pas possible de dire la sous-traitance est interdite.
Ce qui est uniquement possible et ce qui est ouvert comme possibilité, c'est un acheteur public qui dirait je considère que telle ou telle ou telle partie du marché sont des parties essentielles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une sous-traitance. Et donc, il faudra développer, en tout cas l'acheteur public devra le faire, pour pouvoir dire cette partie-là ne pourra pas être sous-traitée. Tout le reste pourra être sous-traité, et une fixation d'un seuil de 20% tel que c'était fixé ici me paraîtrait rétrospectivement un petit peu problématique. Ce n'est pas le fond de l'affaire ici. Ici, le problème était que l'adjudicataire, lui, à qui on faisait reproche d'avoir sous-traité cette partie, disait mais cette fabrication, moi vous savez, c'est pas vraiment un sous-traitant, moi c'est un fournisseur. C'est pas un... Moi j'appelle une usine, je fais tous les plans, je leur dis ce qu'il faut faire, etc. Je donne ça à l'usine, ils le font. Après moi je viens l'installer. C'est qu'une usine qui fabrique, c'est pas un sous-traitant. Et c'est une réflexion qui, en première instance, enfin en référé, la suspension qui était demandée par le concurrent avait été rejetée. Et le juge avait considéré, bah, effectivement, ils font que de la fabrication, ils n'interviennent pas sur le site. Donc, moi, je considère qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de suspension, vous pouvez continuer comme ça, c'est très bien. Quelques années après, parce que ça prend toujours 1 an ou 2 pour arriver au fond, le juge, au fond, avait lui décidé de l'annulation de l'attribution du marché. Alors, c'est toujours un point où des fois, moi, on vient me voir et on me dit, je ne suis pas content avec le résultat d'un marché public, j'aimerais bien l'attaquer. Je leur dis, mais ça date de quand la décision? C'était il y a 15 jours, un mois, je ne vais pas gagner pour aller faire un référé suspensif, donc on va pouvoir aller au fond, mais sachez qu'au fond, ça va prendre 2 ans, 3 ans, pour avoir une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative qui va nous dire, effectivement, vous auriez peut-être dû avoir le marché. Alors on est content parce que le marché est déjà exécuté, il y en a peut-être un autre qui est passé derrière, et donc on est très décalé par rapport à la réalité du projet. Et suite à cela, ça nous donne uniquement un ticket pour pouvoir aller devant un autre tribunal, à savoir les juridictions civiles, pour aller demander des dommages et intérêts. Ce qui prend en moyenne entre 3 et 4 ans pour obtenir une décision, pour obtenir potentiellement des dommages et intérêts. Et donc souvent, moi j'ai des clients qui me disent, c'est pas notre job, c'est pas notre cœur de métier c'est pas de finir devant les tribunaux pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Et donc c'est très important d'obtenir une décision en référé. Et là, ici, alors que le référé avait été rejeté, ils ont quand même poursuivi, ils ont été au fond, et au fond, ils ont obtenu l'annulation de la procédure. Et le juge, dans son jugement, c'est un jugement du 25 février 2013, dont je vous affiche ici un extrait, nous disait que pour qu'il y ait sous-traitance, il faut que tant le contrat principal que le sous-contrat soient des contrats d'entreprise. C'est-à-dire des contrats prévoyant une obligation de faire ou une obligation de transférer la propriété, et non une obligation de transférer la propriété. Le sous-traitant est en conséquence tenu envers l'entreprise principale à une obligation de résultat. Et c'est ici un trait qui a été tracé juridiquement par les juridictions qui ont pu délimiter un petit peu la différence entre le fournisseur et le sous-traitant. Et le juge ici a considéré cette fabrication sur mesure, même si elle est faite sur des plans qui vous ont été donnés, elle participe tellement à l'exécution en elle-même du contrat qu'on ne peut pas s'arrêter et dire c'est un simple fournisseur. C'est un véritable sous-traitant à qui on a confié une partie de l'exécution de faire des choses dans le cadre de ce marché. Et c'est une décision qui est assez importante parce qu'encore aujourd'hui, on me pose des fois la question, est-ce que eux c'est un sous-traitant? Est-ce que c'est pas un sous-traitant? Qu'est-ce qu'ils font? Et est-ce qu'on peut considérer, est-ce qu'on doit les déclarer? Est-ce qu'on ne doit pas les déclarer? Est-ce qu'on doit les déclarer au moment de la participation? Est-ce qu'on doit les déclarer après? Et la seule manière de délimiter ça, c'est de savoir exactement ce qu'ils font et de savoir si on peut le rattacher à l'exécution du contrat direct par rapport à ce qui s'y trouve. Autre décision qui m'avait paru intéressante, celle de la centrale thermique de la Cloche d'Or, une décision qui remonte aussi à 2013, mais la centrale a pris quelques temps en plus pour être construite, ce qu'on appelle la centrale ECO, je crois. C'est une décision qui était intéressante dans le sens où une entreprise générale avait candidaté, elle avait remis une offre, et je pense que c'était la ville de Luxembourg qui lui avait dit, mais c'est qui fait chez vous l'évacuation des terres polluées? Parce que c'est quand même un travail costaud, il fallait démolir, enlever, déblayer les remblais qui étaient potentiellement pollués de l'ancienne centrale électrique qui devait être au même endroit. Et l'entreprise générale avait dit,
ou c'est pas encore, on verra bien plus tard, c'est soit l'entreprise X, la mèche, ou c'est soit l'entreprise Y, on ne sait pas encore, on verra bien plus tard. Et la ville de Luxembourg avait dit, mais c'est pas vraiment un simple fournisseur que vous avez là, parce que c'est quelqu'un qui va exécuter une partie du marché, notamment en termes de dépollution, en termes d'évacuation, etc. Et l'entreprise générale se dit, non, non, c'est un véritable simple fournisseur, et un petit peu dans le même cadre que ce qui a pu être vu juste avant par rapport au tunnel, on a eu une décision qui est intervenue où la demande a encore été rejetée en matière de suspension du marché, en disant vous aviez qu'à déclarer vos sous-traitants parce que c'est des sous-traitants. Et au fond, la décision était intervenue également pour dire que le tribunal est amené à analyser avant tout autre progrès si les travaux de dépollution et donc également la tâche d'évacuer terre polluée relèvent ou non du contrat principal du marché ou si ces travaux peuvent s'analyser en une simple prestation accessoire. Et là, on a le côté un petit peu obligation de faire, comme on l'a vu dans la précédente jurisprudence, obligation, prestation accessoire. Et le tribunal, pour étayer un petit peu son raisonnement, a fait une réflexion en disant ça représente quand même 120 positions du bordereau sur les 1800, ça représente quand même un coût de 15 ou 20% par rapport à cette dépollution, ce transport, etc. C'est directement dans le bordereau. Il y a une certaine spécificité, une certaine spécialité qu'il faut avoir pour être amené. Il y a des autorisations spéciales en termes d'évacuation de terres polluées. J'estime que ce n'est pas un simple fournisseur, un simple prestataire externe avec une simple prestation accessoire. Ça fait partie de l'exécution du marché. Il y a une obligation de résultat par rapport à cela. C'est donc un sous-traitant. Il aurait dû être déclaré et ne l'a pas été. Le texte dit sous peine d'irrecevabilité. Je rejette cette offre. Et donc, on peut voir un petit peu les implications que ça peut avoir, parce que c'était un marché qui était aussi assez important. Je crois qu'on était à hauteur de 8 ou 9 millions sur celui-ci. Donc, pour un oubli au niveau de la liste des sous-traitants, pour un certain flou qui avait été conservé, rejet d'une offre qui avait été remise dans ce marché public, avec tout le travail qu'il y a derrière en termes d'évaluation, de devis, de cotes, etc. Ça fait mal par rapport à une simple formalité administrative qu'il fallait remplir. Et donc c'est pour ça que j'estime que ça a une attention particulière doit être donnée par rapport à cette problématique. Exécution du marché public par un sous-traitant, c'est après la phase de participation, la phase d'exécution. Alors, on peut couvrir énormément de matière, vu que vous n'êtes pas là toute la nuit, toute la soirée, et moi non plus, j'espère, on ne va pas le faire. Quelques principes, on va regarder le paiement direct, la responsabilité, on ne va pas la traiter, on va la traiter de manière très rapide, et le remplacement d'un sous-traitant, qui est aussi un point d'attention particulier qu'il faut avoir lorsqu'il y a une exécution sous forme de sous-traitance. Rappel de l'article 1er de la loi sur la sous-traitance, on a une question de responsabilité qui est indiquée lorsque l'on confie par une entreprise générale à une autre personne appelée sous-traitant une partie du marché, une partie de l'exécution du marché. Cette indication nous indique que l'entreprise qui engage le sous-traitant va conserver sur ses épaules la responsabilité primaire. C'est elle qui se porte garant de l'exécution des prestations, etc. Et il n'y a pas une responsabilité qu'on va considérer comme étant solidaire entre l'entreprise qui participe et son sous-traitant. Ça n'empêchera cependant pas plusieurs actions qui pourraient se passer, parce que si l'entreprise est responsable en premier lieu par rapport à l'exécution de son sous-traitant, l'entreprise va pouvoir se retourner contre son sous-traitant pour dire bah, écoute, on actionne ma responsabilité, mais c'est par rapport à des travaux que j'avais sous-traités, donc je viens actionner ta responsabilité pour que tu me tiennes quitte et indemne. C'est une simple application au départ, en tout état de cause, par rapport à la responsabilité première de l'entreprise générale, de l'article 1797 du Code civil, qui dispose que l'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. Et ce principe général va se retrouver dans énormément de cas de figure et va aboutir à des possibilités d'action en responsabilité contractuelle qui pourraient émaner même du pouvoir adjudicateur vers l'entreprise. Mais celui qu'on voit le plus, ça va être la responsabilité engagée par l'entreprise générale contre le sous-traitant sur base de l'article 10, paragraphe 2 de la loi sur le sous-traitant.
Le sous-traitant va donc demeurer responsable conformément à son contrat de sous-traitance vis-à-vis de l'entreprise générale, et le sous-traitant va aussi répondre de ses propres sous-traitants. Si lui-même engage des sous-traitants, il est entrepreneur général vis-à-vis de ses sous-traitants. Et donc on a un chevauchement et un échelonnement, une cascade de ces responsabilités. Donc voilà, à côté de ça, on a une décision qui rappelle un petit peu ce principe et qui nous dit que, c'est une décision de 1995 je crois, que l'entrepreneur qui engage un sous-traitant conserve toujours le droit de se retourner contre le sous-traitant s'il estime que la responsabilité de ce dernier est engagée dans la survenance de vices et malfaçons. Et je pense que Matt Tillon avait dû traiter ça de manière assez étendue pour ceux qui étaient là. On a vraiment une obligation par le sous-traitant de se comporter non comme un simple acteur passif par rapport à l'exécution de ce contrat. Le sous-traitant qui vient est un sous-traitant qui est un professionnel dans sa spécialité, dans son secteur. Il doit alerter si jamais il voit qu'il y a des problèmes au niveau des plans. Il doit signaler s'il y a quelque chose qu'il estime contraire par rapport à sa mission ou par rapport à son expertise. Et donc il doit être un acteur très actif par rapport à des problèmes pour éviter qu'on mette en jeu sa responsabilité ultérieurement. On a différents cas de figure d'exonération qui pourraient intervenir par le sous-traitant, notamment s'il prouve que c'est la faute de l'entreprise principale, si c'est la faute du pouvoir adjudicateur, donc de l'acheteur public, ou si c'est la faute d'un autre sous-traitant. Mais ça va être toujours un rôle assez inconfortable du sous-traitant, qu'on va pointer du doigt, à qui on va venir chercher une responsabilité, et qui devra presque être engagé automatiquement jusqu'à ce qu'il arrive à s'exonérer de sa propre responsabilité. Je n'insiste pas plus sur cette question de responsabilité, même si elle est importante. On la retrouve de la même manière pour les marchés privés que pour les marchés publics. Autre point qui m'a paru important, c'est la question du paiement direct du sous-traitant dans les marchés publics. Et je le vois très rarement. Je ne sais pas ce que vous avez comme expérience, vous, par rapport à un paiement direct. Le paiement direct, en soi, c'est d'obtenir de la part de l'acheteur public un paiement qui interviendrait à la place de l'entreprise générale qui déciderait de ne pas payer ou qui serait en faillite ou ce genre de choses. Et bizarrement, je vois beaucoup d'acheteurs publics qui ferment la porte par rapport à un paiement direct. Leur but, c'est de dire, bon, écoutez, moi j'ai déjà une entreprise générale à qui je vais recevoir des factures, les traiter, les analyser, avec des factures électroniques, aujourd'hui de plus en plus. Je ne sais pas si vous êtes tous aujourd'hui soumis à des obligations d'émettre des factures électroniques, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais le dernier jalon arrivera du côté du 18 mars l'année prochaine, et ce sera pour tout le monde. Et peu importe le montant du marché, même si c'est une facture à 500 euros ou à 1000 euros ou à 20 000 euros ou à 1 million d'euros, ce sera facture électronique. Mais toujours est-il que l'acheteur public est souvent dans une position de dire moi j'en ai déjà un qui m'envoie des factures, j'ai pas envie d'avoir une facture par chaque sous-traitant, par entreprise générale, c'est pas à moi de recoller les morceaux pour voir si tout va bien. Et en soi, je vois beaucoup d'acheteurs publics qui ferment la porte sur ce paiement direct. Et de la même manière, les sous-traitants, je n'en vois pas beaucoup qui viennent réclamer ou essayer de réclamer un paiement direct de la part d'un acheteur public. Si on essaie d'y aller sur ce paiement direct, on a un article 7 de la législation sur la sous-traitance qui nous dit que le sous-traitant est payé directement par le maître de l'ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il assure l'exécution, et le paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de faillite ou de gestion contrôlée. Donc on voit que c'est une garantie qui est fixée ici, paiement obligatoire. Il va y avoir des conditions, ça ne veut pas dire que vous êtes payé automatiquement si rien n'a été fait. Il peut y avoir des contestations, il peut y avoir des retenues, il peut y avoir ce genre de choses. Mais toujours est-il que ça instaure un mécanisme qui devrait permettre à l'entreprise sous-traitante de venir se faire payer directement par l'acheteur public. Au niveau des conditions, et au-delà du fait que sur le papier, on a une garantie de paiement, on a une potentielle contradiction qu'on pourrait identifier avec la législation sur les marchés publics. Et en effet, au niveau du règlement, à l'article 105, paragraphe 5, le texte nous dit que, en cas de sous-traitance, l'adjudicataire va demeurer à l'égard du maître de l'ouvrage seul responsable et seul créancier, sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 91. Alors on est assez souvent un petit peu, pas psychopathe, mais on a quand même une loi qui nous dit
le paiement direct est obligatoire. Une autre loi, un règlement qui nous dit l'adjudicataire demeure à l'égard du maître d'ouvrage seul responsable et seul créancier. Et on me dit c'est pas très compatible. Juridiquement, lorsqu'on est face à ça, et surtout si la disposition se termine du sans préjudice des dispositions de la loi du 23 juillet 91, on se retrouve un petit peu avec une demande qui va intervenir d'un sous-traitant. Le pouvoir public va dire article 105, paragraphe 5 du responsable des marchés publics, moi l'entreprise générale c'est le seul créancier, moi je ne veux pas avoir affaire à vous. Et là vous venez et vous dites oui mais la loi de 91. Ouais mais vous savez le règlement il est ultérieur, 2018. Oui mais c'est un règlement, hein. Là c'est une loi, c'est plus fort. Oui, vous voyez ça avec l'entreprise générale. Et en définitive, on voit qu'on a une situation qui est un petit peu inconfortable pour obtenir un paiement direct pour une entreprise sous-traitante, parce que ça génère, en tout cas c'est le point de vue que j'ai, ça génère du point de vue de l'acheteur public une surcharge au niveau administratif et ça l'embête un petit peu d'avoir à gérer ça. Ce qui est étonnant, c'est que en France, c'est un peu l'inverse. C'est le paiement direct qui est institutionnalisé. Et vu que les acheteurs publics français prennent énormément de temps à payer, les entreprises sous-traitantes essayent d'aller obtenir paiement par l'entreprise générale. C'est un petit peu le... On cherche toujours ce qu'on n'a pas. En tout cas, ce n'est pas le cas ici. On a donc des dispositions qui devraient le permettre, ce paiement direct, mais dans le même laps de temps, on a une certaine incertitude parce que les conditions qui doivent être remplies pour l'obtenir, il manque, je dis souvent, il y a un trou dans la raquette. Et c'est un petit peu ça, parce que pour l'obtenir, on a deux conditions principales à remplir, c'est l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ces conditions de paiement. On passera très rapidement sur la deuxième, c'est plutôt la première qui nous intéresse. Il faut que le sous-traitant soit accepté si il veut être payé directement. Et au niveau de cette acceptation, on a quelques principes. Et le premier principe qu'on peut dégager par l'analyse de la jurisprudence, de la loi, du règlement, c'est que ça reste un acte discrétionnaire du pouvoir adjudicateur. Donc l'acheteur public peut dire « moi j'accepte », ou il peut dire « il ne répond pas », ou il n'accepte pas. Et ça pourrait être quelque chose qui pourrait donner lieu à un recours. Je vous l'ai déjà dit avant, les avocats sont chers. Faire un recours parce que vous avez eu un refus d'un paiement direct ou parce que vous n'avez pas eu de réponse, moi je dirais toujours, la première chose c'est est-ce que ça vaut la peine d'aller faire un recours? Est-ce que ça vaut la peine de quelque chose? Souvent on se réveille un peu tard, je viendrai après, mais souvent c'est lorsqu'il y a un problème avec l'entreprise principale, qui est en faillite, qui est ce genre de choses, et on se dit ce serait peut-être bien si on était payé directement, parce qu'on ne va pas être payé du tout par l'entreprise qui vient de tomber en faillite. Et donc c'est un petit peu tard, c'est un petit peu le moutarde après dîner, où on arrive et on est en bout de course et on veut être payé parce qu'on émet des factures, on veut dire on est faillite. Peut-être demander le paiement direct. Et quand on regarde les conditions, il faut être accepté. Donc on fait une demande d'acceptation, là on va regarder si on est accepté ou pas. Le principe de l'acceptation doit être fait uniquement pour regarder si on remplit les conditions légales pour être sous-traitant et exécuter la part du marché. C'est normalement là où devrait s'arrêter le principe de l'acceptation ou non. Souvent, on voit que une absence, par exemple, d'autorisation d'établissement pourrait aboutir à dire « Non, désolé, vous n'aviez pas l'autorisation d'établissement pour faire ça, donc je refuse d'accepter votre sous-traitance. » Si on est en entreprise générale, normalement, on ne devrait pas être à ce stade-là, parce que l'autorisation d'établissement aurait déjà dû être produite et validée et vérifiée. Donc ici, c'est plutôt dans un cas de figure où, en cours de route, parce qu'on n'a pas été accepté, ou parce qu'on a changé de sous-traitant, ou parce qu'on a amené un sous-traitant qui n'était pas là, on va demander à obtenir une acceptation. Quand l'acceptation du sous-traitant, quand est-ce qu'elle doit intervenir en principe? Le texte, en tout cas la loi sur la sous-traitance, nous dit soit c'est au moment de la remise de l'offre, soit c'est pendant toute la durée du contrat ou du marché. Donc il n'y a pas une limite qui est fixée au niveau du délai. Juste tant que le marché est en cours d'exécution, tant que le marché est en cours, il est possible de demander à être accepté. Pour les marchés d'entreprise générale, c'est ce que j'évoquais juste avant, étant donné qu'on a une liste qui doit être fournie avant au niveau du sous-traitant, cette acceptation devrait, si tout était bien, mais moi je n'ai jamais vu de décision qui soit intervenue en disant « Merci pour votre liste des sous-traitants, on vous confirme qu'ils sont tous acceptés »,
je ne le vois pas, et la simple décision d'attribution du marché ne vaut pas acceptation du sous-traitant. C'est un acte qui doit être délibéré, qui doit être explicite, et qui doit permettre à l'entreprise sous-traitante de pouvoir dire « j'ai été accepté ». Au niveau de la sous-traitance, qui est-ce qui demande cette acceptation? Soit ce sera l'entrepreneur général, c'est normalement lui qui doit faire accepter ses sous-traitants auxquels il a recours, mais le texte de la loi va nous dire que le sous-traitant peut lui-même aussi se dire mon entreprise générale n'a rien fait, ne m'a pas fait accepter, n'a pas fait ce qu'il fallait, moi je viens moi-même en tant que sous-traitant pour demander à être accepté et demander à ce que mes conditions de paiement soient agréées. Théoriquement, et on commence dans l'échelle des probabilités, c'est déjà assez rare que ça arrive, on multiplie la probabilité, mais le sous-traitant du sous-traitant devrait pouvoir lui aussi demander à être accepté et avoir ses conditions de paiement agréées et pouvoir obtenir un paiement direct, même si c'est le sous-traitant du sous-traitant. Et ainsi de suite avec le sous-traitant du sous-traitant du sous-traitant. En pratique, assez rare, je vous le dis de manière théorique, mais ça a déjà été examiné et potentiellement c'est faisable. Le sous-traitant principal, normalement, lui, il est toujours connu de toute façon, puisqu'il y a une obligation de déclaration du sous-traitant principal. Il y a une obligation en entreprise générale, en tout cas, ou sauf si le cahier des charges a prévu cette obligation. Ça peut être aussi une obligation, et moi, quand je rédige, quand j'assiste des rédactions au niveau des dossiers de soumission, je conseille à certains acheteurs publics de demander une constellation complète, demander qui est le sous-traitant, demander qui est le sous-traitant du sous-traitant. Si c'est prévu dans le cahier des charges, si on vous le demande en tant qu'entreprise, bah, vous devez le donner. Et c'est très rare parce que c'est un travail un peu plus important et c'est aussi, ça définit qu'est-ce qu'un sous-traitant, qu'est-ce qu'un fournisseur, etc. Mais potentiellement, je peux comprendre un acheteur public qui a envie de savoir qui est là parce qu'on peut lui donner des sous-traitants de façade et on voit qu'en dessous, c'est re-sous-traité à des gens qui n'avaient peut-être pas les autorisations, qui n'avaient peut-être pas les permis. Et ça pose une... Et au niveau des délais, quand vous avez 6 semaines, parfois pour chiffrer les trucs, vous avez normalement besoin de 10 semaines ou 10 semaines, et si en plus on vous demande de choisir le sous-traitant derrière, là, vous arrivez plus en fait. C'est vrai que le choix et le délai qui est laissé par rapport à cette obligation est compliqué, c'est pour ça qu'on s'arrête souvent au premier niveau. Mais potentiellement, on peut comprendre en tout cas le souhait, hein. C'est un petit peu le rebond sur le considérant de la directive, vous n'étiez pas là en début, mais qui évoquait le fait que c'est une certaine transparence qui doit être amenée par rapport à qui fait quoi. Au niveau de la forme, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de forme qui est prévue par rapport à une acceptation d'un sous-traitant. On pourrait même considérer qu'elle pourrait être tacite. Moi j'ai des clients qui m'ont dit oui, on sait qu'ils étaient là, mais on les a jamais vraiment reconnus. Est-ce qu'on les a reconnus? Est-ce qu'on les a acceptés? Est-ce qu'on les a désignés ou acceptés tacitement qu'il y avait une sous-traitance qui était organisée? On ne peut plus revenir dessus pour la remettre en question. Et alors ça peut être le cas, par contre il faudrait à la fois une acceptation tacite sur le sous-traitant et aussi une acceptation de ses conditions de paiement. Parce que ce n'est pas parce qu'on accepte un sous-traitant qu'on accepte aussi ses conditions de paiement. Donc si je suis sous-traitant, en tout cas, moi je recommanderais, si je veux m'engager dans ce processus, de demander à l'acheteur public une acceptation en bonne et due forme, validée, un courrier qui dit vous êtes accepté, quelque chose comme ça, qui lui permettra, s'il a aussi ses conditions de paiement qui sont agréées, de pouvoir réclamer, le cas échéant, un paiement direct. Des exemples par la jurisprudence, on a vu une signature de devis et un paiement d'une demande d'acompte reconnu comme une acceptation. Donc la facture est arrivée, ça a été payé, ça a été après avoir signé des devis. On peut considérer que ces éléments-là, même s'il n'y avait pas une acceptation express au-dessus, étaient considérés comme une acceptation du sous-traitant et comme acceptation de ses conditions de paiement. La simple connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, ça n'a pas été reconnu comme une acceptation, sinon ça a été, comme je vous l'évoquais juste avant, il n'y a pas eu une agréation de ces conditions de paiement. Autre élément par rapport au paiement direct, c'est la deuxième condition, c'est l'agrément des conditions de paiement. Je passe assez rapidement dessus. C'est la deuxième condition, il faut que les conditions de paiement soient agréées si on veut obtenir le paiement direct. Il n'y a pas vraiment de forme. Là encore, si on est sous-traitant et qu'on veut s'engager dans ce processus-là, demander à l'adjudicateur
d'obtenir une confirmation en bonne et due forme que ces conditions de paiement sont agréées. Et il devra s'y tenir, si elles sont acceptées, si elles sont agréées, il devra respecter ces éléments-là dans le cadre du paiement du sous-traitant. La modalité qu'on retrouve, on la retrouve au sein de la loi sur la sous-traitance. Comment est-ce qu'on fait payer en paiement direct? La facture doit être envoyée, même si on dit paiement direct, elle doit être envoyée à l'entreprise générale, qui doit être au courant quand même de ce qui se passe au niveau du paiement direct. Et les pièces justificatives doivent être jointes. Ça doit être fait en principe par recommandé avec accusé de réception. Peut-être que le pré-contrat de sous-traitance aura prévu quelque chose de cet ordre-là pour dire que ça peut être fait par email. Toujours est-il, c'est le principe au départ qui est fixé par la législation sur la sous-traitance, qui n'a pas été modifié depuis la loi sur la facturation électronique. Et l'entreprise générale a 15 jours, sauf si c'est le décompte définitif, où là elle aura 6 semaines, pour accepter, sinon motiver un refus de la facture émanant du sous-traitant qui veut être payé directement. Si elle est acceptée, elle sera renvoyée au pouvoir adjudicateur pour qu'elle soit payée selon les conditions de paiement qui ont été agréées. Sinon, en cas de refus, par l'entreprise générale au niveau des pièces qui auraient été versées, à ce moment-là, le montant facturé devra quand même être consigné par le pouvoir adjudicateur au sein de la caisse des consignations ou de côté, ou mis sur un compte séquestre ou ce genre de choses pour dire, sur base des contestations de l'entreprise générale par rapport à votre facture, j'ai bien reçu votre demande de paiement, mais elle a été refusée pour en partie. Le temps que ce soit clarifié, je vais en mettre de côté une consignation. Ça ne va pas changer non plus ces conditions de paiement. Elles devront aussi faire face aux conditions de paiement qui sont dans la réglementation sur les marchés publics auxquelles elles ne doivent en principe pas déroger. Donc le pouvoir adjudicateur aura en principe 30 jours pour payer, voire 60 jours dans le cadre des marchés d'envergure. Et ça, il pourra l'opposer au sous-traitant qui lui demandera un paiement direct. Tout cela, et je pense que vous arrivez à le concevoir, et aussi peut-être par expérience, fait que on a beaucoup de mal à entamer un processus de demande de paiement direct. Il y a beaucoup de formalisme qui est derrière, il y a beaucoup d'obstacles, ce qui fait que c'est très très rarement utilisé en pratique. Et comme je l'évoquais avant, c'est souvent lorsqu'on a un risque de défaillance, qu'on a un risque que l'entreprise générale ne nous paye pas en tant que sous-traitant, qu'on commence à vouloir décider à dire est-ce que je ne m'engagerai pas vers un paiement direct qui me permettra d'obtenir quand même un paiement. Donc à réserver un petit peu au cas extrême, mais en tant que sous-traitant, si vous avez un doute sur la solvabilité, peut-être prendre les devants et directement commencer à faire des demandes d'acceptation ou d'agréation des conditions de paiement qui permettront peut-être de faciliter plus tard un paiement direct qui devrait intervenir par l'acheteur public. Dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le remplacement d'un sous-traitant. Et on a 4 cas de figure, les deux derniers étant relativement connexes, qui peuvent être abordés. C'est celui où une entreprise veut remplacer un sous-traitant alors qu'elle n'a pas encore remis son offre. Elle avait désigné un sous-traitant, elle avait signé un pré-contrat, elle n'a pas encore déposé son offre. C'est possible, mais si elle a déjà déposé une première offre ou ce genre de choses, elle devra redéposer une nouvelle offre qui contient l'information modifiée sur les sous-traitants avec le DUM du nouveau sous-traitant, etc., etc. Donc, aucun problème si c'est avant le délai de remise des offres, même s'il y a déjà une offre qui a été remise, tant qu'il reste du temps pour remettre une offre, il est possible de changer et de remplacer. Si c'est après le délai de remise des offres, mais avant l'adjudication, à ce moment-là, on va regarder si le pouvoir adjudicateur, si l'acheteur public le demande. Là encore, c'est une situation qui est assez rare, mais qui est prévue par la législation et qui dirait un acheteur public voit qu'une entreprise participe, elle voit qu'il y a un sous-traitant qui est là, le sous-traitant, elle se dit mais il n'a pas été condamné 3 fois pour travail dissimulé l'année dernière, lui. Et à ce moment-là, il y a déjà eu des cas de jurisprudence qui ont décidé qu'il fallait rejeter toute l'offre. Mais normalement, et si on suit la réglementation, on doit uniquement imposer à l'entreprise de changer son sous-traitant. Lui, il n'est pas bon, il faut en prendre un autre, qui a les mêmes capacités, la même technicité, qui a les mêmes compétences, qualités, etc. Donc ça, c'est le schéma classique où, en principe, on devrait avoir une possibilité de changement du sous-traitant. Si c'est une entreprise qui est en cours de route, elle a déjà déposé une offre, le délai de remise des offres est dépassé, elle n'aura pas la possibilité de venir et dire « finalement, on a changé parce que… ». Alors elle pourrait faire un courrier en disant « bah,
on est désolé, vous ne l'avez peut-être pas vu encore, ça doit venir de votre initiative, mais telle entreprise auquel on avait fait appel et on a remis une offre, elle est tombée en faillite. Pour moi, ça pourrait être une cause justificative de remplacement du sous-traitant après avoir déposé une offre. La seule limite que je peux voir éventuellement, c'est s'il y a une certaine valorisation de compétences du sous-traitant qui aurait été prévue dans le cadre de l'évaluation des offres. Si on a prévu ce genre de choses, à ce moment-là, venir avec un autre sera considéré comme remettre une nouvelle offre et devra, en principe, faire l'objet d'un rejet. C'est des cas de figure assez particuliers, assez techniques. Ça ne me semble pas être nécessaire de les aborder en long, en large, en travers. Il faut savoir que ça existe. Si c'est après l'adjudication, mais avant le commencement du marché, on a cette possibilité de faire appel à l'article 24.4 du règlement sur les marchés publics qui nous dit, tel qu'il est affiché à l'écran, que l'entreprise générale ne peut, après la remise de son offre, échanger un ou plusieurs de ses sous-traitants, ni modifier la part des travaux attribués à chacun d'eux, que dans des cas dûment justifiés et avec l'assentiment du pouvoir adjudicateur. Alors c'est un petit peu le principe qu'on retrouve habituellement, c'est que on ne peut pas, sauf si. Et sauf si quoi? Sauf si on a l'accord de l'acheteur public. On trouve des cas qui ne sont pas exhaustifs, mais qui permettent quand même de délimiter pas mal les cas de figure dans lesquels on pourrait envisager cela. C'est celui que j'évoquais notamment, le fait qu'il y a une faillite. On avait un sous-traitant, on voulait commencer les travaux avec lui, on se rend compte qu'il est malheureusement tombé en faillite, et on se rapproche de l'acheteur public en disant lui il aura du mal de le faire, mais on a trouvé quelqu'un d'autre et on voudrait le substituer. Et pour ça, il faut demander l'accord de l'acheteur public afin de pouvoir procéder à ce remplacement. Après l'adjudication et après le commencement du marché, même cas de figure qu'avant, je vous l'ai dit, c'est connexe. On est un petit peu dans la même situation, que les marchés a commencé ou pas, on est après l'adjudication. Si on est dans des causes justificatives, là encore avec l'accord du pouvoir adjudicateur, qui pourra en principe pas le refuser si on est dans un cas de figure qui le justifie. À ce moment-là, il faudra également effectivement le déclarer. Dernier point que je voulais aborder, un petit dernier point de jurisprudence. C'était une affaire qui m'a paru assez intéressante, qui remonte à 2019, mais dont les faits étaient remontés à 2013. On avait une association montanée qui était active en Roumanie et qui avait vu résilier son marché. Pourquoi? Parce qu'elle avait engagé sans autorisation un sous-traitant sur un chantier. On va me dire, Thibaut, on n'est pas en Roumanie ici. On a des règles identiques ici, donc même si on n'est pas en Roumanie, ça marche aussi. Ici, c'est transposable et c'est une décision de la Cour de justice qui repose sur des dispositions qui sont transposables également et qui sont similaires. Et la résiliation ne nous importe pas immédiatement et pas directement. Et on voit que à la suite de ça, elle a voulu participer sur un autre marché public, petit marché de 86 millions d'euros à peu près, et on lui a dit « Désolé, mais vous ne pouvez pas parce qu'on a dû résilier votre marché, celui d'avant, là, et donc on sait que vous avez été impliqué dans cette résiliation, c'était de votre faute, vous aviez engagé un sous-traitant de manière occulte, et donc nous on vous exclut de la participation à les marchés publics parce qu'on a dû résilier un précédent marché de votre fait et de votre faute. » Forcément, vu le montant du marché, l'entreprise n'était pas très d'accord avec cette décision et elle a fait des recours, estimant que le manquement qu'on lui reprochait n'était pas grave, etc. Et après avoir essuyé pas mal de juridictions en Roumanie, elle s'est retrouvée devant la Cour de justice qui devait apprécier si la résiliation d'un marché à l'occasion d'un précédent marché et pour une sous-traitance non déclarée était suffisamment grave pour justifier un des cas d'exclusion qui est prévu dans la réglementation. Là, vous allez me dire, ça fait beaucoup trop de texte, Thibaut, il est beaucoup trop tard, on ne va pas lire tout ça. Non, on ne lit pas tout ça. Seul l'élément qui est au milieu nous intéresse ici. Les juges de la Cour de justice avaient retenu que la sous-traitance par un opérateur économique d'une partie des travaux dans le cadre d'un marché public antérieur, décidé sans le consentement du pouvoir adjudicateur et qui a donné lieu à la résiliation de ce marché, constitue une défaillance importante ou persistante. Et la Cour avait continué en nous disant que c'est de nature à justifier l'exclusion de cet opérateur économique de la participation à une procédure de passation de marché public ultérieur. Et donc, l'aspect sévère mais juste
qui était amené ici. Ça demande de s'interroger, parce qu'on a quand même beaucoup de marchés à Luxembourg où moi j'ai eu des retours, on me disait on est venu sur le chantier et c'était pas X, c'était Y qui était venu, il avait été remplacé apparemment, on nous a dit ah mais c'est pas grave, ils sont bons aussi. On était vraiment dans des situations où il n'y avait pas forcément une envie de passer par des gens qui n'étaient pas compétents, mais il y avait un petit peu une erreur innocente, une erreur de débutant par rapport au non-respect de la réglementation en disant oui mais ils étaient occupés sur un autre chantier, on est passé par l'autre avec qui on travaille d'habitude, l'un est interchangeable et c'est pas grave. Et quand on regarde cette décision, on se dit quand même que les conséquences peuvent aller assez loin si une entreprise, du fait de son sous-traitant qu'elle a remplacé sans autorisation, se retrouve exclue sur un autre marché. Et quand on regarde les responsabilités et qu'on fait le tour, on pourrait imaginer que le sous-traitant, qui était peut-être remplacé lui-même aussi, s'imagine que de ce fait-là, il est inclus dans cette boucle de personnes qui est associée à un comportement irrégulier et qui soit lui-même écarté. Donc les implications peuvent être assez graves et sans dramatiser non plus, hein, parce que ça reste un cas un petit peu particulier sur des marchés avec des enjeux assez costauds. Les obligations qui sont prévues dans la réglementation peuvent aboutir à des conséquences assez sérieuses et nécessitent toujours de se poser la question ok, je le remplace lui, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour le remplacer? Il faut que j'envoie une demande. C'est pas grand-chose, ça peut être un email et dire à partir de la semaine prochaine, c'est plus lui qui interviendra, c'est lui, on voulait s'assurer. Ça va un petit peu plus loin normalement parce que si on se met du côté de l'acheteur public, il voudra quand même s'assurer que l'entreprise elle est capable, elle a les effectifs, elle a les compétences, elle va peut-être demander aussi un DUM, elle va peut-être demander le justificatif de sécurité sociale, etc. Il faudra peut-être préparer le terrain en demandant aux nouveaux sous-traitants de rassembler ces documents-là pour être sûr qu'on ne s'expose pas à un remplacement irrégulier de sous-traitant. Et c'est là où je m'arrête. Et j'ai tenu, on est à 59 minutes et 59 secondes. Donc voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, soit maintenant, soit après, n'hésitez pas.